Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cinquième fiche récapitulative donc du cours d'histoire des relations internationales, consacrée cette semaine à la fin des années 30 et les crises internationales de l'avant-guerre. Alors, ici, on va principalement, dans cette fiche, se focaliser sur, la période 1938-1939, période vraiment dramatique, puisque, c'est cette période, en effet, qui va voir se mettre en place, hein, comme on l'a vu, dans le cours, la crise, dite des Sudètes, qui va concerner la Tchécoslovaquie. On a vu la montée des périls, dans le cours précédent, avec notamment tout ce que fera d'abord Mussolini puis Hitler, hein. On a vu comment ça se terminait par cette guerre civile épouvantable qui fera 1 000 000 de morts en Espagne. On a vu aussi les guerres d'agression, comme celle que va mener Mussolini contre l'Éthiopie, par exemple, hein, ou la Libye, hein. Et on en était resté donc dans cette année 38 qui commençait au mois de mars, au printemps, par l'annexion pure et simple de l'Autriche par Hitler, ultime pied de nez, s'il en est, qu'il pouvait faire donc aux instances internationales qui, on le voit en cette fin des années 30, ne fonctionnent plus, hein, et nous mènent tout droit, effectivement, vers des coups de plus en plus comment dire, impressionnant et agressif de la part d'Hitler. Cette crise de Munich se déroule, dite des Sudètes, se déroule selon le mode opératoire que utilisera Hitler de façon permanente et que l'on aura rappelé dans le cours, que vous avez reçu aussi en document dans l'envoi hebdomadaire, hein, c'est-à-dire d'une part le noyautage par le parti nazi de la minorité allemande du pays que Hitler veut convoiter, organisation d'une agitation, d'une crise internationale qui provoque généralement un recul des Occidentaux et le rattachement de cette minorité, puis du pays tout entier, au Reich allemand. C'est ce qui avait été fait de façon, si je puis dire, soft en mars 38 avec l'Autriche. Cette fois-ci, il s'agit de la Tchécoslovaquie, pivot, rappelez-vous, hein, centrale du système de sécurité occidental et surtout français en Europe centrale, hein. Et cette fois-ci, donc effectivement, c'est cette minorité des Sudètes, hein, qui va s'agiter. L'Allemagne, Hitler va dénoncer de plus en plus des véritables agressions, hein, menées, réelles ou supposées d'ailleurs, par les Tchèques, hein, contre cette minorité allemande, afin de faire monter la tension internationale. Donc une situation, en première partie européenne, hein, de plus en plus dramatique, la crise de Munich. Donc le 12 septembre 1938, lors du congrès du parti nazi à Nuremberg, Hitler, dans un discours, prend officiellement position dans la crise des Sudètes, hein, et proteste contre la Tchécoslovaquie en la menaçant particulièrement violemment, hein. Évidemment, il les accuse, hein, de maltraiter la minorité allemande, fameuse minorité, rappelez-vous, hein, issue des nouvelles minorités, des fameux traités de paix qu'on avait déjà vus. Le 14 septembre 1938, le leader des Sudètes, donc des Allemands des Sudètes, hein, Konrad Heinlein, rompt les pourparlers avec le gouvernement de Prague et réclame, dès le lendemain, le 15 septembre, l'incorporation des Sudètes dans le Reich. On est immédiatement de plein pied dans une crise extrêmement grave, alors que l'automne de l'année 38 approche. 15 septembre 38, voici les Britanniques qui sont de retour, alors qu'ils étaient pour la non-ingérence dans quoi que ce soit de ce qui pouvait se passer en Europe. Et le Premier ministre britannique, Sir Neville Chamberlain, rencontre Hitler donc dans son repère des Alpes bavaroises, Berchtesgaden, et se met d'accord avec lui donc pour que le Premier ministre tchèque, Édouard Beneš, cède au Reich les territoires des Sudètes,
Ceci entraîne évidemment la démission du gouvernement tchécoslovaque parce que eux ne sont pas d'accord avec cet accord, on l'imagine, entre Hitler et Chamberlain. Hein. Et donc, face à cet accord, néanmoins, Hitler décide de réclamer plus de territoire aux Tchécoslovaques, décide une révision générale du statut des minorités, hein, qui d'ailleurs est mise en chantier à Bad Godesberg du 22 au 24 septembre 1938. Alors cette exigence supplémentaire de Hitler sur le statut des minorités revient vraiment à l'origine des problèmes des traités de paix. Cette exigence supplémentaire entraîne tout de suite, tout de même, le refus des Britanniques. La Tchécoslovaquie, encouragée par ce sursaut, décide alors, le fait que les Britanniques finalement refusent, parce que Hitler va trop loin dans ses revendications, décide la mobilisation générale de leurs troupes, hein, et la France aussi. On est le 23 septembre 1938. Vous voyez qu'en quelques jours, de 2 semaines tout au plus, on est à nouveau au bord d'une guerre mondiale. Hein. Donc, même pas 20 ans après la signature du 11 novembre. Ceci va alors entraîner justement la conférence de Munich que Hitler appelée de ses voeux, conférence donc réunie par Hitler, Mussolini, Daladier et Chamberlain, et des accords qui sont donc signés le 30 septembre 1938. En gros, si vous voulez, face aux menaces de Hitler, les Occidentaux abandonnent la Tchécoslovaquie à son sort. Alors, les accords de Munich, qu'est-ce que c'est, hein? Eh bien, c'est vraiment la capitulation occidentale, la fin, si on peut dire, de tout espoir de voir jamais l'ordre de Versailles être rétabli. Toutes les régions allemandes de la Tchécoslovaquie sont cédées au Reich, confère la carte que je mets dans cette vidéo et que vous avez reçue, que les Tchèques devront quitter ces territoires. Intéressant ça, purification ethnique avant la lettre. Hein. On en reparlera dans ce cours d'histoire des relations internationales, mais vous savez très bien que la désintégration de la Yougoslavie a entraîné ces phénomènes de purification ethnique, c'est-à-dire que les Tchèques, minoritaires dans la région des Allemands des Sudètes, devront partir. On abandonne donc les Tchèques à leur sort, et d'autres clauses, d'ailleurs, sont signées dans ces accords de Munich. On donne des droits aux revendications hongroises et polonaises. C'est intéressant pour les Hongrois, bien sûr. Rappelez-vous, la Hongrie du régent Horthy, qui se rapproche de plus en plus de Hitler. La Hongrie, dont la principale revendication, bien sûr, vous l'avez bien compris, c'est de récupérer ces minorités, de récupérer les territoires perdus lors du traité de Trianon. On octroie aussi aux minorités slovaques et ruthènes une large autonomie. Intéressant aussi ça pour les Slovaques, puisque dans les plans de Hitler, la Bohême-Moravie sera détachée de l'ensemble tchécoslovaque, on va le voir, et au profit tout simplement de la création d'une Slovaquie pro-nazie, et d'une Bohême-Moravie placée sous un protectorat du Reich. Voilà la carte qui est en train de se dessiner, et qui, comme vous le savez, marquera profondément la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, la France et et la Grande-Bretagne obtiennent de Hitler que les différents futurs, s'il y en avait, on essaye de rassurer un peu les franco-britanniques, eh bien, se ferait par la négociation. Donc, voilà ce qui fera dire à Chamberlain, ce fameux discours de son retour à Londres, où il brandira le papier contenant les accords que je viens de vous lire, et dans lequel il dira la paix est sauvée pour notre temps. Comme vous le savez, un peu plus d'1 an après et quelques jours, c'était la Deuxième Guerre mondiale qui commençait. Petit rappel, vous vous souvenez des alliances désormais mondiales que Hitler a conclues en vue de la préparation de la guerre, car tout le monde sait que cette guerre va venir. C'est une illusion que d'aller croire en 1938 qu'elle n'aura pas lieu. Les Japonais, le 8 août 1937, s'emparent définitivement de la Chine en prenant Pékin. Et l'Empire japonais triomphe dans
ses victoires diverses et ses guerres d'agression, hein, cet empire qu'il est en train de construire, hein, le Japon, un empire qui sera allié, hein, on le sait, aux forces de l'Axe, hein, avec Hitler, et qui aura sa plus grande extension, comme vous le savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1942. Hein, confère, et on le verra la semaine prochaine, la déclaration de guerre des Japonais donc qu'ils feront aux États-Unis, hein, en bombardant le 7 décembre 1941 la principale base aéronavale nord-américaine située dans l'île d'Hawaï, à Pearl Harbor. Et puis, cette période vraiment sombre qu'on évoque ensemble ici, va se traduire dans une deuxième partie, si vous voulez, le basculement du pacte germano-soviétique. En effet, que font les Occidentaux qui commencent, on l'a vu, à paniquer avec l'affaire de Munich? On dirait qu'il était grand temps, hein, on n'a rien fait depuis 1933, on a attendu que vraiment on soit au pied du mur, hein, avant de pouvoir agir. Donc le basculement de ce pacte germano-soviétique, c'est vraiment un coup de théâtre de la période. En effet, Staline, hein, comme je vous l'avais largement expliqué dans le cours précédent, n'a plus aucune confiance dans les Occidentaux, hein, pour contrer cette menace nazie, hein, donc fascisto-nazie, pour nous dire, qui se développe de plus en plus au centre de l'Europe. Hein. Plus confiance quand il a vu que Mussolini pouvait faire tout ce qu'il voulait, massacrer 200 000 Éthiopiens, et construire, en violant tous les droits internationaux, son empire. Plus aucune confiance quand il a vu les coups que menait Hitler, les uns après les autres, hein, face à la non-réaction des Occidentaux, et plus aucune confiance non plus quand la République Front Populaire, sœur, hein, de la République de Front Populaire française de Léon Blum, ne fera rien non plus pour, ou presque rien, pour aller défendre les républicains espagnols à Madrid. Hein. Et puis encore une fois, déception totale de Staline quand il voit que tout simplement rien ne va se passer avec cette affaire de 1938 et que les Occidentaux vont complètement capituler face à Hitler et à Mussolini. En plus, deuxième facteur, Staline prend peur parce qu'il a détruit, démantelé complètement son état-major à la fin des années 30, avec les purges désormais quotidiennes, très fréquentes de son régime. Hein. Et donc 1938 est vraiment la période où, en effet, Staline va changer d'avis et va se dire, comme on ne peut pas compter sur les Occidentaux décidément, eh bien nous allons nous allier avec l'Allemagne, une sorte d'alliance de circonstances, un pacte de non-agression, c'est le terme que cela aura, pacte de non-agression aussi, puisque Staline, sachant très bien que la guerre allait arriver, eh bien, et sachant aussi que dans ses objectifs, Hitler a l'invasion et la destruction du régime soviétique dans son programme, eh bien, de renvoyer à l'ouest l'orage qui semblait venir vers lui. Staline, donc, au début du mois d'août 1939, eh bien, va gentiment expliquer et remettre à plus tard aux Occidentaux que l'idée que les Franco-Britanniques et surtout les Français avaient de rétablir, n'est-ce pas, l'alliance de revers de l'entente, hein, de 1914, c'est-à-dire de se dire qu'on va refaire l'alliance qu'on avait eue avec Nicolas II, avec le tsar, hein, pour prendre à revers cette Europe fascisto-nazie qui se développe de plus en plus, hein, de plus en plus menaçante. Et bien, coup de théâtre, puisque le 23 août 1939, l'URSS et le Troisième Reich annoncent la signature, tout simplement, d'un pacte germano-soviétique. Pacte de non-agression, hein, avec un traité public, hein, où les deux pays, en gros, établissent une sorte de modus vivendi, et puis surtout un accord secret, et cela c'est bien plus grave, ce fameux accord secret,
Un accord secret dans lequel Staline s'arrange avec Hitler pour dépecer la Pologne. Cette pauvre Pologne qui venait à peine de renaître depuis le début de la mise en de la fin des traités de paix, cette Pologne donc qui sera découpée en deux avec un morceau sous contrôle de l'URSS de Staline et un autre qui sera une zone sous contrôle nazi. Et puis, autre clause, c'est évidemment le règlement du sort des petits États baltes, Lettonie, Estonie, qui seront soviétisés, et la Lituanie qui, elle, restera en zone allemande. Également, c'est moins connu, on règle le sort de la Finlande, qui serait donc mise sous contrôle des soviétiques, et puis également celui de la Bessarabie, c'est-à-dire la province située à l'est de la Grande Roumanie, la fameuse Moldavie, l'ancienne Bessarabie, qui sera elle aussi rattachée à la zone soviétique. Staline, en 1945, chers amis, rappelez-le-vous, oubliera de rendre à la liberté, ou en tout cas à une zone où il aurait organisé même de fausses élections, ni la Moldavie, ni les trois États baltes. Tout cela sera soviétisé jusque le début des années 90, ne l'oublions pas. C'est un constat vraiment accablant. Il n'y a guère que la Pologne, qui sera évidemment un satellite de l'URSS, on le verra plus tard, la Pologne qui, elle, évidemment, sera donc, elle, reconstituée après 1945. Troisième partie, donc on a bien compris que suite à ce coup magistral, que l'on voit en plein mois d'août 1939, que vraiment les derniers espoirs de paix sont bien enfuis, et on se demande même d'ailleurs maintenant à qui le tour. Quel est le prochain pays que Hitler va rajouter au Reich, et la prochaine fois arrive extrêmement vite, puisque dès le printemps de l'année 1939, et bien avant, donc tout simplement bien avant donc le pacte germano-soviétique, dès mars 1939, Hitler achève de se débarrasser de la Tchécoslovaquie. La partie Bohême-Moravie est désormais sous protectorat du Reich, envahie sous protectorat du Reich. Et la Slovaquie, elle, deviendra un État indépendant pro-nazi, dirigé par un ecclésiastique du nom de Monseigneur Tiso, qui mettra en place un régime de type clérico-fasciste, c'est le terme, à Bratislava. Le monde, décidément, le ciel du monde s'assombrit de plus en plus, puisque dans ce même mois de mars 1939, Hitler va exiger le retour de la ville libre de Danzig au Reich. Et je vous rappelle à ce sujet, on a vu la carte et je la remettrai ici aussi, que on avait voulu donner un accès à la mer à cette nouvelle Pologne, mais que pour cela il y a un corridor, c'est-à-dire un passage entre deux zones de l'Allemagne, de la République de Weimar, deux zones que l'on appelle la Prusse orientale. Et ce corridor eh bien, va permettre à Hitler de se servir de cette aberration géopolitique, si on peut dire, pour justement établir la même stratégie. Les minorités allemandes situées dans la ville de Danzig, Gdansk actuelle, sont persécutées. On noyote le parti des minorités allemandes de la Pologne, et on organise aussi une fausse provocation, comment dire, à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, qui va être le déclencheur, donc, dès le début du mois de septembre 1939, de l'opération visant à envahir la Pologne. Alors là, cette fois-ci, les événements se précipitent. L'invasion de la Pologne, que l'on verra quand on évoquera la guerre dans la fiche suivante, l'invasion de la Pologne
va durer 20 jours. Tout cela commence le 3 septembre 1939, date à laquelle la France et la Grande-Bretagne décident d'honorer le fameux traité, rappelez-vous, d'alliance militaire, qui pourtant nous semble bien loin des fameux accords de Locarno de 1925. Ils avaient trahi, en quelque sorte, leur accord avec les Tchécoslovaques à Munich. Cette fois-ci, les opinions publiques font qu'on ne peut plus reculer. Et donc, le 3 septembre 1939, donc, c'est tout simplement le début de la Deuxième Guerre mondiale. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Et ce sera donc une campagne de 20 jours que l'on verra dans la fiche suivante, hein, quand on évoquera le conflit. Campagne de 20 jours où, et on va refermer là-dessus cette cinquième fiche, les Polonais vont connaître ce qu'on appellera la Blitzkrieg à l'hitlérienne. Blitzkrieg, guerre éclair, hein, bombardement massif de la cible, c'est-à-dire des villes principalement, par l'aviation, les Stuka notamment, ces avions bombardiers ultra rapides. Ensuite, arrivée des blindés, et derrière eux, l'armée, bien sûr. Et encore derrière, et c'est la spécificité de la guerre hitlérienne dans toute son horreur, les Sonderkommando, comme on dit, c'est-à-dire les agents des différents services d'extermination du Reich, qui, en Pologne, donc, vont d'une part réduire en esclavage les Slaves, massacrer les Juifs, les Tziganes, les autres minorités. Ce sera un massacre épouvantable que cette invasion éclair de la Pologne qui donc en septembre 1939 cesse d'exister. La Deuxième Guerre mondiale est désormais commencée. Je vous remercie de votre attention pour cette fiche numéro 5. Je vous invite, comme on dit, à liker, pour celles et ceux qui l'ont aimé, cette petite vidéo. Et vous pouvez aussi, sachez-le, vous abonner à cette chaîne que j'ai intitulée Parlons Histoire, qui existait avant la création de ces fiches, et qui, comme vous pouvez le constater, comporte de nombreuses autres émissions, reportages et autres activités que j'ai pu mener, que je mène encore en matière de web radio et de web télévision. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour la sixième fiche. Au revoir.